l'enregistrement a débuté. Merci. Alors, bonsoir. Je vous demanderai de vous lever debout pour un moment de réflexion. Merci. Je vous assois. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 9 mars. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation à la santé publique. Point 1, rapport du maire des membres du conseil sur les activités municipales du mois de février. Point numéro 4, première période des questions. Point numéro 5, administration. 5.1, adoption du rapport annuel des activités en sécurité incendie de 2025. 5.2, entente avec les propriétaires du lot 6 123 110 du Canada du Québec relatif au versement d'une compensation pour l'utilisation d'un immeuble dans le cadre de la réalisation de travaux au bassin de rétention du boulevard Godreau. Point numéro 6, législation de fait. 6.1, circulation de procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenues les 9 et 23 février dernier. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, travaux de construction de la phase finale des sentiers et du parc urbain et de transit. 7.2, octroi de contrat des travaux de construction de la phase finale des sentiers du parc urbain et de transit. 7.3, octroi de contrat relatif à la conception et à la construction du vélo-parc. Point numéro 8, urbanisme et développement économique, aucun point. Point numéro 9, ressources humaines, 9.1, confirmation d'une embauche au poste de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Point numéro 10, autre sujet, 10.1, aide financière au comité de jumelage de la Jarnac. 10.2, aide financière au Chevalier de Colomb. Conseil 28-14 dans la colonne. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. M. Germain, est-ce que nous avons des affaires nouvelles? Non, je n'ai pas l'affaire nouvelle de mon côté, M. le maire. Non, je n'en ai pas de mon côté. Monsieur. Alors, point numéro 13, le dépôt du document. 13.1, de la liste de correspondance pour février. 13.2, le dépôt de la liste des déboursés du 20 février au 4 mars. Et le point numéro 14, le versement. Alors, point numéro 1, ouverture de séance, un proposeur. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour, un proposeur. Et je propose. Point numéro 3, présentation à la santé publique. Alors, 3.1, rapport du maire des membres du conseil sur les activités municipales pour le mois de février. Alors, de mon côté, pour le mois de février, le 3 février, j'avais une rencontre avec la présidence du hockey mineur. Le 4 février, j'ai une rencontre du conseil des maires au niveau de la LRC. Le 5 février, j'ai fait la remise de certificat à l'hygiène du milieu pour un 10 ans de service et un 20 ans de service. Le 6 février, j'ai une rencontre avec Mme Josiane Fissette du Courrier de Portneuf. Elle nous a donné un compte rendu un peu de ce qui se passe avec le Courrier de Portneuf. On a tout vu l'article dans le journal de possible déménagement. Comme elle a mentionné, c'est tant que la bâtisse qui est ici sur la rue Notre-Dame n'est pas vendue, il n'y a pas question de déménager. Ils ont dit que financièrement, le Courrier de Portneuf va très bien, mais aussi elle nous a fait pas de proposition, mais elle nous a fait remarquer que l'importance de garder un journal du côté local, c'est excessivement important, puis ça, on est capable de l'admettre, que peu importe, que ce soit la radio, que ce soit la télévision communautaire ou le Courrier de Portneuf, c'est important pour nous, localement, pour nos nouvelles aussi. Le 12 février, c'était du côté, cette fois-ci, du travaux publics pour un 25 ans de service. Après ça, le 16 février, j'ai une rencontre en vidéoconférence avec une partie du TIA du hockey mineur et le maire de Pont-Rouge. On a finalement conclu que les négociations pour le tarif
concluait cette année qu'on ne bougeait pas, qu'on laissait tel quel, et que ça irait à l'an prochain si on voulait faire des modifications. Alors, on prétend à partir d'avril, on devrait commencer les négociations pour le tarif du côté du hockey mineur. Le 16 février, cette fois-ci, du côté du service d'incendie, un 10 ans de service. Le 17 février, j'avais une rencontre au niveau de la MRC pour Alto pour le TGV. C'est sûr que là, présentement, il y a des rumeurs et des choses qu'on dit un peu partout, mais présentement, le corridor entre le TGV, c'est pour partir de Québec aller jusqu'à Toronto. C'est 1000 km environ. Et puis, présentement, le projet qu'ils nous ont présenté, ben, il y a 12 km de large, entre 10 et 12 km de large. Ça part de l'autoroute du côté nord, aller pratiquement jusqu'au bouclier canadien. On sait bien que ça ne sera jamais cette largeur-là. D'ici l'automne, ils vont faire un corridor qui va être rétréci jusqu'à environ 1 km. Puis après ça, la partie, eux, qui ont besoin, c'est 60 mètres. Parce que là présentement, il y a les organismes qui partent des rumeurs que le tracé partirait de Québec, justement, pour se rendre jusqu'à Montréal, puis ils prennent toutes les terres agricoles au niveau de la MRC de Portneuf, puis passaient sur les pilotis d'un bout à l'autre. On sait que ça ne tient pas la route, mais on sait qu'on les laisse. C'est au niveau de. C'est pas de. Et après ça, il y avait des consultations. 2 jours après, puis ça a ouvert au public. C'était un peu comme on avait fait avec Microsoft, c'était des kiosques qui étaient installés, puis ceux qui avaient des questions, et ils pouvaient les poser directement. Mais pour l'instant, le tracé n'est pas encore fait en totalité. Comme vous savez bien, 10 à 12 km de large, ça fait aucun sens. Ça regroupe à partir de Cap-Santé, pratiquement jusqu'à les 5-6 de largeur. Mais on va laisser le temps de s'installer. Présentement, comme je vous dis, c'est 10 à 12 km de large parce qu'il y a 4 compagnies, je dirais, qui, de chacun d'eux, ils présentent des tracés différents. C'est pour ça que le tracé est extrêmement large. Donc, après ça, il va se rétrécir à 1 km, après ça, finalement, à 60 mètres. Le 17 février, moi et M. Dormain, on a profité pour visiter l'occasion de visiter la bâtisse de Microsoft. Présentement, ils sont en rodage de démarrage, je pourrais dire. Ils font des tests du côté pour le système de refroidissement du système qui est à l'air et non à l'eau. Et puis, quelques jours. Je suis un petit peu plus loin, mais je vais dire le 24 février, on a profité pour aller comparer avec celui de l'ancienne Lorette, justement, qui est assez avancé, peut-être un petit peu moins que le nôtre, mais je veux dire, je ne veux pas être chauvin, mais le nôtre est plus beau. C'est sûr. C'est sûr. Le 18 février, j'étais du côté de la MRC pour une commission d'administration. Le 18 février, également, en après-midi, c'était le conseil des maires au niveau de la MRC. Le 24, j'ai mentionné justement qu'on a été visiter celui de l'ancienne Lorette. Puis en même temps, on a pu rencontrer le président de Microsoft Canada, qui est M. Milton. C'est une langue anglophone, mais c'est pas grave, on est capable quand même d'échanger avec lui. On n'aura pas eu l'occasion de poser des petits messages. Et puis, le 25 février, j'étais à Saint-Ramon pour rencontrer la candidate à la chefferie de la CAQ, Mme Christiane Fréchette. C'est ce qui conclut mon mois de février. Donc, merci, M. le maire. Donc, bonsoir tout le monde. Comme à l'habitude, je me fais un devoir de faire un petit résumé des faits saillants du mois de février de la part de chacun de nos services. Donc, de mon côté, à la direction générale, bon, M. le maire en a parlé, je ne reviendrai pas là-dessus, mais encore une fois, plusieurs discussions en lien avec le dossier du financement du comité de hockey mineur des Diablos de Donnacona-Pont-Rouge. J'ai également eu à travailler en collaboration avec une agente de bureau du service des loisirs pour toute la facturation liée aux joueurs non résidents de Donnacona, en toute équité avec les joueurs des parents résidents de Donnacona. Donc, on a eu accès à la liste de joueurs finalement récemment et on a pu faire justement la facturation adéquate aux joueurs non résidents pour la saison 2025-2026 et on a établi un canal de communication pour déjà la prochaine saison
2026-2027. J'ai participé à des rencontres du travaux du maintien de l'équité et de la relativité salariale, donc des travaux qui sont faits par un comité paritaire patronal syndical. On se fait accompagner par l'Union des municipalités du Québec et la partie syndicale, évidemment, sont accompagnés par la CSN de leur côté. Il y a eu 3 rencontres au cours du mois de février. J'ai également participé à un tournage vidéo le 6 février au manoir Allsop de Cap-Santé pour parler de notre plan directeur du parc de l'embouchure de la Jacques-Cartier, en collaboration avec des gens de la MRC, avec la directrice générale de la ville de Cap-Santé, avec les gens de la corporation du bassin de la Jacques-Cartier, donc pour en faire justement la promotion de notre parc. De notre côté, évidemment, notre parc familial des Berges, là, qui est un emblème de ce projet-là global. Donc, les résultats de ce tournage-là là, vont être mis pour visionnement là, à compter du mois d'avril cette année. Évidemment, toute la préparation en lien avec la semaine, cette semaine, là, on a notre important déjeuner des gens d'affaires qui va se dérouler vendredi matin du côté du centre Alliance de Nelly. On a près de 180-185 inscriptions en date d'aujourd'hui. Donc, ça va être encore une excellente année. Donc, il y a beaucoup de préparation avec le service des communications, avec notre directeur du développement économique et de l'urbanisme également. On a pu faire en février là-dessus. Au niveau du service du greffe, préparation évidemment des séances des 9 et 23 février, donc la préparation est le suivi par la suite. Poursuite des travaux à mettre en place pour respecter la loi sur la protection des renseignements personnels. On est accompagné par la firme Raymond Chabot Grant Thornton dans ce mandat-là. Donc, Maître Gignac travaille étroitement avec eux. Là, il y a des rencontres justement qui vont se poursuivre pas plus tard que cette semaine là-dessus. Des travaux en lien avec la gestion électronique des documents, également Maître Gignac a travaillé sur des projets de règlement, dont dépenses et un emprunt pour les travaux sur la rue Notre-Dame et dépenses et un emprunt pour le projet du vélo-parc, dont le contrat sera octroyé un petit peu plus tard ce soir. Maître Gignac a travaillé en lien avec le dépôt de 4 demandes d'accès à l'information au courant du mois de février. Et il y a eu quelques dossiers de nature gestion informatique, gestion contractuelle, processus d'embauche également, dans lequel Maître Gignac a accompagné différents directeurs. Au niveau du service des loisirs, bon, évidemment, c'est toute la planification, la préparation des projets d'immobilisation à mettre en place pour l'année 2026, en plus de la gestion des nombreuses locations qu'on a de nos différents plateaux qui sont grandement populaires auprès de nos citoyens et de nos organismes. Il y a eu la tenue des sentiers lumineux Luciola au début du mois de février. 2300 personnes se sont présentées lors des 2 soirs. Donc, superbe édition. Il y a eu la tenue du Festival MAG également pour les tout petits joueurs de hockey au cours de la fin de semaine du 20-21 février. Et il y avait plusieurs activités également en février du côté de la bibliothèque qui ont pu avoir lieu. Le service de loisirs a préparé en février la programmation pour la semaine de relâche qui a eu lieu la semaine dernière, évidemment, avec tout le succès qu'on a remporté pour plusieurs activités. Là, je pense entre autres le fameux patin disco à l'Arena qui a été très, très populaire. Le beach party au centre aquatique vendredi après-midi. Il y avait énormément de personnes dans les bassins. Et plusieurs autres activités là, à la bibliothèque, au centre Alliance de Nelly, donc on peut agrémenter la semaine de relâche pour les petites familles. Un mini-pot, le mini-pot au centre Alliance de Nelly qui était, comment on dit ça, rétro-éclairé, mais fluorescent en fait. Là. Donc, il y a eu une bonne achalandage de ce côté-là aussi. Toute la préparation en lien avec le camp de jour, on était semaine de relâche, semaine de relâche, je dis embauche du personnel pour l'important camp de jour, encore une fois, qui va avoir lieu cette année. On a quand même quelques enjeux en lien avec des plateaux qui nous sont normalement prêtés par l'école secondaire. Cette année, il y a des travaux qui se font dans l'école secondaire, donc il y a des enjeux. Là, on doit faire la gymnastique un petit peu pour trouver des plateaux en cas de besoin lors des journées de pluie particulièrement. Il y a des préparations, là, la rentrée festive du mois de septembre, l'accompagnement avec le festival Vintage du mois de juillet, le projet de vélo-parc, la fête nationale, la course du maire également qui s'en vient. Donc, c'est déjà plusieurs activités qui sont en grande préparation au niveau du service des loisirs. Il y a la poursuite de la migration des données au niveau de la bibliothèque vers un nouveau logiciel.
qui demande beaucoup de temps à notre équipe administrative de la bibliothèque. D'ailleurs, à la bibliothèque, c'est plus de 2000 prêts de livres qu'on a eu uniquement en février. C'est toujours impressionnant, mois par mois. C'est 841 utilisateurs qu'on a eu à la bibliothèque. Et on a eu 1421, je vous parlais du centre aquatique tantôt, on a eu 1421 entrées dans les bains libres seulement au niveau du centre aquatique en février. Donc, avec, encore une fois, là, une proportion autour de 40% de la clientèle qui provient de Donnacona. 16% de la Cap Santé, 10% du côté de Port-Neuf, 7% de Pont-Rouge, 9% de Neuville. Donc, en plus de plusieurs autres municipalités de la région de la MRC, de Sainte-Catherine et même de Québec également, de Saint-Augustin. Au niveau de la Cour municipale, il a été émis 290 constats au cours du mois de février. Donc, c'est un total de 76 dossiers sur les 290 qui touchent la ville de Donnacona, parce qu'on fait partie d'un regroupement avec 8 autres municipalités pour la gestion de la Cour municipale. Il y a eu une séance de Cour municipale en février. Il y avait un total de 71 dossiers qui ont été traités. Et sur l'ensemble des constats dont je vous parlais il y a quelques secondes, là, sur les 290 constats, on parle de plus de 50% qui touchaient la circulation dans les constats et plusieurs touchant la vitesse également. Donc, ça fait le tour au niveau de la Cour municipale. Au niveau du service des communications, c'est le retour progressif de notre responsable des communications. Donc, pour encore quelques semaines, là, je coordonne l'ensemble des communications de la ville là, pendant le retour progressif. Et on fait la mise à jour quotidienne de la gestion de notre contenu sur nos enseignes numériques, notre page Facebook, le site Internet, nos publications à tous les jours qu'on fait. Donc, on travaille étroitement avec plusieurs services là-dedans. Et justement, on a mis on a fait la promotion de plusieurs activités, événements, dont ceux que je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont organisés par le service des loisirs. Petite statistique, on est rendu à plus de 7500 abonnés à notre page Facebook. Donc, quand on a des messages à passer, pour nous, le réseau Facebook est encore très, très excellent à date d'aujourd'hui. On a plus de 1500 abonnés à notre infolette et plus de 1800 personnes abonnées à l'alerte municipale. D'ailleurs, ce soir, les gens ont reçu une alerte pour les travaux en lien avec un bris d'aqueduc qui va être réparé demain matin au coin des rues du Manoir et Huard. Donc, il y aura une interruption là, pendant quelques heures de l'eau dans ce secteur-là. Et les gens qui sont abonnés à l'alerte ont reçu soit l'appel téléphonique, le texto, le courriel, tout dépendamment de ce que les gens choisissent d'adhérer lorsqu'ils adhèrent à l'alerte municipale. Mais c'est toujours très pratique pour recevoir l'information rapidement. Au niveau du service de l'administration, la mise à jour de tous les projets d'investissement, bon, le mois de janvier, c'était l'envoi des comptes de taxes. Le mois de février, c'est la préparation de l'envoi des T4 pour les rapports d'impôts pour l'ensemble de nos employés. Plusieurs facturations de droits de mutation, facturation des compteurs d'eau avec les industries, les commerces également. Il y a eu la participation à l'inventaire des gaz à effet de serre exigés pour l'élaboration du plan climat de la MRC de Port-Neuf. Donc, notre directrice des services administratifs avec notre directeur de l'urbanisme ont travaillé à recueillir plusieurs données de notre côté pour être en mesure de remettre pour l'élaboration globale de ce plan climat-là pour être fait pour l'ensemble des 18 municipalités de la MRC. Et il y avait la préparation de l'audit financier annuel, donc c'était l'arrivée de nos auditeurs externes, dont la firme Mallette, qui sont arrivés vers la fin de, pas la semaine dernière, l'autre semaine. Ils sont venus passer quelques jours et ils vont remettre les travaux pour l'audit des états financiers, remettre à quelque part à la fin avril, début du mois de mai prochain. Plusieurs redditions de comptes pour des aides financières qu'on a obtenues, là, qui ont eu des suivis au courant du mois de février également. Au niveau du service de l'urbanisme, je vous dirais qu'on est déjà rendu après 2 mois à 29 permis émis. Bon, évidemment, c'est des permis de tout genre, là, mais là-dessus, il y a quand même 9 nouveaux bâtiments principaux. Et c'est une valeur des permis, là, c'est pas une erreur. On est vraiment déjà rendu une valeur sur ces permis-là de près de 70 millions de dollars. Donc, les 2 permis qui sont majeurs, c'est en lien avec un bâtiment de plusieurs logements, là, qui ont obtenu son permis le 1er février, et la sous-station électrique
qui est en construction du côté de Microsoft, là, elle seule, c'est un permis de 47 millions de dollars. Donc, ça donne quand même une valeur sur les permis total de près de 70 millions après 2 mois. Suivi de plusieurs projets résidentiels, commerciaux, industriels. Donc, les projets des phases suivantes de Haute-sur-le-Fleuve au niveau du développement résidentiel, des réfections de rues à venir. Là, on voit, on a eu un rue d'aqueduc en fin de semaine également important sur la rue Notre-Dame, mais dans une section qu'on va refaire. On a très hâte de la refaire d'ailleurs au cours des prochains mois. Et préparation de la réfection des rues Victorin, Matte, Boivin et Pagé qu'on va faire également cette année. Poursuite des travaux en lien avec l'élaboration du règlement sur l'entretien et l'occupation des bâtiments. Une nouvelle obligation du gouvernement pour les différentes villes et municipalités. Donc, ça a été présenté en comité de travail au membre du conseil la semaine dernière et il va y avoir justement là, dans les prochaines séances là, dépôt, affirmation, dépôt de projet là-dessus pour que ce projet soit adopté dans les prochaines semaines, prochains mois. On a déjà quand même près de 70% des licences de chiens qui ont été renouvelées depuis le 1er janvier cette année. Donc, on est tout près de 450 licences qui ont été renouvelées. Et il y a déjà eu 7 interventions effectuées par la SPA de Québec là, pour des abandons, des captures par cage ou des animaux trouvés sur le territoire. Donc, il y a des dossiers de constat d'infraction pour des non-renouvellements qui avaient été émis pour 2025. Donc, il y en a plusieurs là, qui ont eu à venir payer ces constats-là au courant de février, ou pour certains, les contester en cour municipale. Donc, c'est des dossiers qui vont plus être au niveau du rôle de la cour municipale dans quelques mois. Évidemment, le service de l'urbanisme, il y a toujours quelques dossiers de nature de plainte, de voisinage, de règlement de zonage et d'inspection préventive également qui ont eu lieu. On est à la recherche actuellement pour le service d'un inspecteur municipal. On a une inspectrice qui a quitté il y a une semaine et demie. Donc, on a un affichage de poste pour un poste d'inspecteur en inspection comme inspecteur municipal. Donc, c'est jusqu'au 19 mars. On est en affichage actuellement. Au niveau du service, des services techniques et du traitement des eaux, bon, plusieurs projets, dont la réfection des étangs aérés, qui sont, M. le maire le disait, on est vraiment en mise en service actuellement de notre nouvelle station de traitement des eaux usées. Ça se passe très, très bien. On voit déjà des gains à très court terme de ce côté-là. Et la préparation de tous les projets que je vous ai énumérés tout à l'heure, donc notre ingénieur, M. Paré, va travailler là-dessus. Et c'est également la dernière phase cette année des remplacements des modules de train de filtration à notre usine de traitement, notre usine de filtration. Donc, c'est un remplacement sur 5 ans de l'ensemble des modules. Donc, cette année, c'est la dernière année. Poursuite de la formation des opérateurs de nos contremaîtres sur les mises en service, suivi sur tous les compteurs d'eau. Et pour les amateurs de statistiques, là, on a eu 77 806 mètres cubes d'eau qui ont été traités au courant du mois de février. Donc, c'est quand même, malgré l'augmentation de population des dernières années, c'est un chiffre qu'il faut reculer quand même de plusieurs années pour retrouver une faible consommation. Il y a quand même là-dessus, il y a des gains qui ont été faits avec les compteurs d'eau qui ont été installés parce que ça nous a permis de déceler des fuites souterraines plus rapidement. Donc, on est en mesure de pouvoir les corriger plus rapidement et ça fait en sorte qu'on est en mesure d'avoir quand même des bonnes statistiques de consommation d'eau là-dessus. Je termine avec le service de sécurité incendie. Il y a eu une réunion des officiers le 10 février dernier, une pratique mensuelle le 24 février, dont 22 pompiers étaient présents, toujours en collaboration avec la ville de Neuville. Et on a eu un total de 7 sorties de notre service de sécurité incendie. On parle notamment d'une entraide incendie à la ville de Neuville, une entraide à la ville de Cap-Santé. Il y a eu 4 accidents de véhicules dont notre service de sécurité incendie ont été demandés principalement sur l'autoroute Félix-Leclerc. On a fait l'achat de notre nouveau véhicule pour sauvetage lourd, un véhicule usagé qu'on est allé chercher du côté de l'Ontario il y a une semaine déjà. Donc, il est rendu dans notre caserne, on est bien content. Donc, il reste à le faire lettrer adéquatement et les gens vont pouvoir le voir lors de certaines opérations.
et évidemment toutes les actions en lien avec le schéma de couverture de risque. Donc, on a des obligations, donc des vérifications, des plans, des programmes de prévention au niveau des industries et des bâtiments à risque très élevé et élevé. Ben, notre technicienne en prévention incendie a commencé son travail là-dessus. Donc, on a déjà quelques entreprises et industries qui ont été visitées dans les 2 premiers mois de l'année. On a un nouveau service des travaux publics là, qu'on va recevoir le rapport un petit peu plus tard cette semaine. Donc, oui, on fera un compte rendu lors de la conférence. Merci, M. Germain. Avant de passer la parole au conseiller, j'ai oublié de dire un petit quelque chose sur référence sur le TGV. Le tracé, on sait, port de Québec. Il ne fait aucun arrêt dans Port-Neuf. C'est Québec, Trois-Rivières, Montréal, Montréal-Laval. Après ça, c'est Ottawa. Le premier tronçon, il va partir de Montréal, va se diriger à Ottawa. Les débuts des travaux devraient se faire en 2029. C'est quand même proche. Est-ce que c'est écrit dans le ciment? Je peux dire tout ça, c'est. À date, oui, je dirais qu'on va décider de ce parti de tronçon-là de Montréal-Ottawa. Oui. Ce fois, on va commencer par le siège numéro 6, ça vous bien. Alors, Comme d'habitude. c'est bien ça. Donc, le 5 février, j'ai participé au petit peu de reconnaissance là, des bénévoles de l'opération des Rouges 2025. Puis le 12 février, j'ai présidé mon premier comité consultatif d'urbanisme, donc qui était le premier comité, le premier CCU de 2026. Merci, M. Archibald. Tu me mort. Bonsoir. De mon côté, j'ai aussi assisté au souper des bénévoles de Les Rouges le 5 février. Le 10 février, j'avais une réunion avec les officiers à la caserne de sécurité incendie. Ils font toujours un retour sur les interventions qu'ils font pour trouver des pistes d'amélioration continue. Je suis vraiment très fier de leur travail, mais je trouve ça beau de voir qu'ils cherchent toujours à s'améliorer. Le 17 février, j'avais une rencontre pour la planification stratégique de l'Association des personnes handicapées de Portneuf. Ils vont venir justement présenter les travaux aux membres du conseil d'administration la semaine prochaine. Puis on va poursuivre les travaux en avril. Le 18 février, j'avais aussi une rencontre avec Centraide pour l'Association des personnes handicapées pour le rehaussement de la subvention qui sert principalement à payer ce qu'il faut payer dans les prix de fin de semaine, le camp de jour, les activités de loisirs. Puis, si jamais vous êtes concerné par une personne en situation de handicap, n'hésitez pas à appeler à la PHP pour prendre des informations, pour inscrire vos proches. Merci. Oui, merci, M. bonsoir. Pour moi, le mois de février, le 7 février, j'ai participé comme certains de mes confrères et consoeurs à Luciola. Luciola qui était magique cette année, c'était excellent. Je pense qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont amusés. Les enfants ont trouvé tous avoir beaucoup de plaisir dans les sentiers, même avec les mascottes. Donc, c'était une vraie belle réussite. Le 17, j'avais un webinaire avec, dans le fond, c'était pour le plan directeur de l'eau, en collaboration avec la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. C'était sur les AMCE. AMCE, ça veut dire autres mesures de conservation efficace. Dans le fond, ça peut ressortir des zones qui sont identifiées, mais non officielles pour la conservation des milieux humides et la biodiversité, etc., etc. Il y avait un bloc pour donner teneur. Ensuite, le 17 au soir, j'avais un CA avec la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. Le 19, le CA avec la Régie régionale de gestion des matières résiduelles. Un petit message pour la Régie régionale. Dans le fond, vous savez que désormais, les cendres ne peuvent plus être déposés dans les bacs de compost. Il faut maintenant qu'ils soient dans les bacs de déchets. Parce que souvent, il y avait de la contamination, parce que souvent, il y avait des trous, il y avait des vis, il y avait des matières qui n'étaient pas compostables, qui se retrouvaient dans les bacs de compost et ils s'étaient contaminés. Donc, il fallait jeter les composts. Et de un. Et de deux, l'aluminium. Je voulais juste vous donner un petit message parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas encore, mais juste les sacs de croustilles, l'intérieur, c'est en aluminium. Donc, vous faites une boule et vous les mettez dans la récupération. Parce que vous savez ce qui coûte le plus cher dans les matières résiduelles, naturellement, c'est les déchets. Donc, il faut le plus possible essayer de diminuer les déchets. Une petite recommandation comme ça, les bacs de recyclage, quand il est juste à la moitié,
il est recommandé par la Régie régionale, dans le fond, de ne pas les mettre, parce que s'ils passent, mettons, une fois 15 jours, ben, si vous pensez que vous ne le remplissez pas, que vous pouvez le remplir seulement dans un mois, ben, de le sortir seulement qu'une fois. Donc, ça évite des coûts de manipulation, les camions qui avancent, qui reculent, bon, il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Donc, si c'est possible d'essayer, et les boîtes de carton, les boîtes de céréales, les boîtes, ben, de les défaire, donc ça prend moins de place. Donc, on n'est pas obligé de sortir le bac 2 fois par mois. Voilà pour la régie régionale. Et ensuite, le 26, j'ai remplacé M. le maire au lancement du relais pour la vie. Et voilà. C'est Mme Lambert. M. Paget. Merci, M. le maire. Bonsoir. Samedi 17 février, j'ai fait, avec un groupe de bénévoles, j'ai travaillé dans le bar à Lucia, là. Je me suis amusé là, mais il y a passé près de 1400 personnes, c'était samedi soir-là. Si vous saviez le chocolat chaud qu'on a donné, je m'en ai vendu, c'était épouvantable. Mais je crois que je voyais des chocolats. Le mercredi, le 25, j'ai assisté à un CA du SINAP par des verbes. Et on a fait un retour sur le CIA. On a regardé les points faibles qu'il y a eu, les points forts. On n'a pas beaucoup de points faibles, mais je peux vous dire qu'on est déjà en train de préparer celui-là 2027. On est va commencer, puis ça va être grandiose, ça aussi. Puis dimanche, le 22 mars, c'est la journée cabane à sucre au Parc des Verts. C'est organisé pour les loisirs, la culture, les loisirs. C'est que de 10h à midi 30, il va y avoir un brunch en kiosque. C'est 30 $ par personne. Et c'est un brunch de cabane à sucre. C'est moins cher qu'une cabane à sucre, parce qu'une cabane à sucre, c'est pas loin de 50 $. OK, là, il reste juste à peu près 8 places. Là. Il ne reste plus gros du cadre. Ça s'est vendu très rapidement. Dans l'après-midi, de midi et 30 à aller jusqu'à 3h30, c'est de la tire en neige, des jeux gonflables, puis c'est gratis. Tout le monde est invité. On attend au moins 200 personnes. Là. Il va se passer de la tire là aussi. Pas autant que le chocolat, mais il va se passer de la tire là. Fait que n'oubliez pas, le 22 mars, le dimanche, après-midi, dimanche, on espère qu'il va faire beau. On vous attend. Merci. Merci, M. Paget. Charles. Merci, bonsoir. Le 4 février, avec le réseau immobilier du Grand Port-Neuf, un comité restreint, on a rencontré un entrepreneur qui manifeste des intérêts là, pour développer du logement abordable dans Port-Neuf. Le 5 février, j'ai participé aussi au 5 à 7 des bénévoles de Néraud. Le 6, Luciola au Parc des Berges. Le 9, toujours avec le réseau immobilier du Grand Port-Neuf, on a établi un comité restreint en communication pour développer justement les moyens de communication et surtout un plan d'action éventuel à venir. Le 17, en après-midi, j'étais à Sainte-Catherine avec l'OMH, M. Voyer. On allait rencontrer la municipalité concernant une résidence de l'OMH sur leur territoire. Toujours le 17, mais en soirée, j'ai rencontré le comité, le réseau immobilier du Grand Port-Neuf, mais là, l'ensemble du CA. On nous expliquait un petit peu nos rencontres là, du début du mois. Le 25, avec l'OMH, j'ai rencontré en matinée le préfet de la MRC, M. Alain, et le député de Port-Neuf, M. Joël Godin, concernant les seuils, les plafonds, c'est-à-dire de revenus pour accéder à du logement social. Je ne sais pas, on se souviendra qu'il y a près de 2 ans, je pense, les municipalités avaient été sollicitées pour faire, on avait fait des résolutions pour demander que ces seuils-là soient élevés un peu plus, parce que présentement, mettons, pour une personne, là, le seuil de revenu est à 28 000 $, ce qui est très, très, très bas. Puis, en même temps, ce n'est pas un seuil qui est uniforme, universel. Il y a des divergences avec d'autres villes et d'autres régions. Alors, ce qu'on a demandé au député de Port-Neuf, c'était de savoir pourquoi y a une grille, qu'est-ce qui fait que c'est 28 000 $ pour nous autres qui sommes une municipalité rurale, considérée rurale, en bas de 10 000 habitants. Donc, il est parti avec ça, avec des devoirs à faire, puis il va nous revenir là, bientôt.
Le 27, toujours avec le réseau immobilier du Grand Port-Neuf, j'ai terminé la préparation de diapos et de tests de présentation en vue du déjeuner des gens d'affaires de vendredi le 13 mars. Et le 28, j'ai fait une petite visite dans le cadre du 5e anniversaire du centre aquatique. J'allais rencontrer l'équipe, j'étais allée voir la programmation pour la semaine de relâche qui était particulièrement remarquable. Félicitations à toute l'équipe. Je pense que tout le monde s'est investi pour faire de ce 5e-là une vraie réussite. Alors, merci beaucoup. C'est terminé. Merci, Mme Charles. C'est pour le point numéro 3, point numéro 4, première période des questions. Alors, nous avons des questions en ligne. Donc, pour les gens qui voulaient nous envoyer des questions en ligne, il y avait jusqu'à 15 heures cet après-midi. On n'a pas reçu aucune question dans les citoyens en ligne. OK. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonsoir, mon nom c'est Jean-Guy Bordeaux. Je vais commencer par parler de qu'est-ce que vous avez parlé depuis le début, en fin de compte. C'est des questions qui se sont rajoutées maintenant. Monsieur Vermain parlait d'un édifice de plusieurs logements. Il va être situé où et c'est combien de logements? Je vais vous répondre de la façon suivante. C'est dans la partie haute sur le fleuve. Donc, c'est la dernière phase de haute sur le fleuve. À l'intérieur de ça, il y a 20 terrains qui vont être développés là, avec le prolongement qui a été fait à l'automne, qui s'est terminé au début de l'hiver, pour des terrains familiaux, des maisons familiales. Il y aura une trentaine d'habitations jumelées et il y aura un édifice qui va, je dirais, à terme, ça va être autour de 130 logements qui va se donner. Ça va être en plusieurs phases, mais à terme, ça va être 130 logements environ. Là. Ça va être dans la partie, quand on monte sur la rue Veillette à partir du boulevard Godreau, là, la partie vers la route 138 du côté droit. Vous pouvez aussi parler tantôt de Grassoff, 44 millions de plus en investissement, c'est ça? Oui, pour la sous-station électrique. Donc, pour quelle raison ils ont décidé tout d'un coup de faire une sous-station électrique? Non, c'était prévu. C'était prévu depuis le début. C'était pour l'alimentation. Il fallait qu'ils attendent que les raccordements du Québec soient terminés. Donc, ils ne pouvaient pas le mettre dans leur première demande de permis qu'ils avaient émis en fin 2023, début 2024. Donc, et du moment que les travaux de raccordement étaient substantiellement terminés de la part de Québec, c'est là qu'ils pouvaient faire leur demande de permis pour procéder à la construction de cette sous-station-là électrique. Ils ont la même chose à l'ancienne Lorette, également. Et on va revenir sur le sujet de Grassoff tantôt. Là. Aussi, là, vous parlez des factures contre d'eau. Si vous envoyez ça au mois, 2 mois, tous les ans ou. Non, ben, là, on parle juste des industries commerces. Là. On n'en envoie pas pour les 86 compteurs d'eau qu'on a dans les résidences. Au niveau des industries, en fait, eux sont facturés pour 2026 à même leur compte de taxe, selon le tarif de base pour les industries et les commerces. Et on prend des relevés maintenant, dans la majorité, là, ils sont tous avec le nouveau système, avec les antennes. Donc, on a accès aux données. Et à tous les 3 mois, on compile. Mais en fait, c'est qu'on ne facturera pas au fur et à mesure. C'est du moment où ils vont atteindre, où ils vont dépasser le cap du seuil minimum. Là, ces industries, ces commerces-là, ces institutions-là vont recevoir une facturation à ce moment-là. Mais tous ceux qui n'auront pas consommé pour atteindre les minimums, les autres, ils ne verront pas d'autres factures qu'ils ont déjà reçues en janvier dans leur compte de taxe. C'est seulement s'ils dépassent leur quota qu'ils vont avoir une facture. Oui, c'est ça. Au 3 mois. Oui, mais exemple, dans 3 mois, s'ils ne l'ont pas dépassé, ils ne recevront pas de facture. Si le minimum est dépassé, exemple, en juin ou en septembre, c'est là qu'ils vont recevoir des factures. S'il est dépassé en mois de juin, ils vont avoir une facture. Puis 3 mois plus tard, on aura un mois après. Exactement. Madame Lambert, c'est ça? Parler des bacs, là, de ne pas les mettre sur le bord du chemin, disons, ils sont rien que la moitié. Peut-être que ce serait mieux de. C'est bien beau de dire ça ce soir, là. On est deux ce soir dans la salle, puis peut-être qu'il y en aura 20 qui vont écouter la vidéo. Donc peut-être que ça serait mieux de passer par une autre manière de verser la population. Oui, honnêtement, c'est ce qu'on a parlé, ce qu'on a discuté avec la dernière réunion. Donc, moi, je fais le rapport de ce que je pense qui est intéressant aux gens de savoir.
Effectivement, probablement que ça va passer dans le prochain infolette de Récolo. Je ne sais pas si vous êtes inscrit, mais je vous invite à aller vous inscrire à l'infolette de Récolo et vous allez avoir toutes ces informations-là. OK. Là, on va commencer pour les vraies questions de ce soir. Là, vous avez assisté au lancement du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Oui. Madame Charette, avez-vous des projets d'investissement pour soumissionner maintenant? Oui. C'est le même projet qu'on avait déposé l'an passé, on avait passé un cheveu d'avoir. On l'a passé propre, j'en ai plus. Mais c'est le même projet, mais amélioré un peu, que je pourrais dire, cette fois-ci, c'est le terrain synthétique de football, soccer et rugby, parce qu'on a des équipes de rugby maintenant, 3 équipes de rugby. Et puis, on intègre aussi la piste qui est présentement à 250 mètres, mais on va la mettre aux normes, on va la mettre à 400 mètres. La piste d'athlétisme. OK. Un projet qui était dans de combien, ça? Le projet qui était dans le plan triennal d'immobilisation qui a été déposé et adopté au mois de décembre par les membres du Conseil, c'est 3,7, 3,9 millions. Ça, c'était en 2027, ça? Oui. OK. 2027, c'est les chantiers. Nous, on a jusqu'au 22 juin pour déposer dans le programme et le gouvernement nous a annoncé justement lors de cette rencontre-là, auquel cette référence, M. Barbeau, nous a annoncé que tous les projets vont être pris en date du 22 juin. Ils se donnent 6 mois pour les analyser, vont donner des réponses en décembre. Donc, si jamais notre projet est retenu puis on le souhaite, on se donne une réponse en décembre. Par la suite, c'est les pleins de vie pour par la suite la construction. Donc, est-ce que ça sera avec l'échéancier qu'on a connu le 30 janvier? Est-ce que ça va être un projet qui va réalistement se faire en 2027 ou 2028? Ça va être un horizon en fonction des pleins de vie parce que du temps pour faire un terrain synthétique, c'est de mai à septembre. Là. Donc, il n'y en a pas d'autre. L'important là-dedans, c'est pas la date, c'est d'avoir une subvention pour ça. C'est conditionnel. Au million, quelques 100 000, là. C'est pas idéal de payer la facture au complet. Non, c'est pour ça que la première année, même s'il avait été budgété, on n'avait pas été de l'avant parce que c'était conditionnel à l'obtention de l'aide financière. Il faut dire que là-dedans, on a une collaboration avec le Centre de services scolaires et la Fondation de l'École secondaire de notre également. Est-ce qu'ils participent au projet? Là? Oui. Okay. Donc, sur l'aide financière, c'est 67 des coûts du projet et le dernier 33 il est réparti à part égale entre les 3 entités que je viens de nous nommer. Je vais aller pour les infrastructures de 2026. Là. Je vais prendre les trois principales. La construction du vélo-parc, vous allez en parler tantôt, là, et du terrain de basketball. C'est ça. Ça. Oui. Il y a eu un règlement d'emprunt dernièrement, là, 636, je pense, là, de 805 200 $. Oui. Je pense que c'était seulement spécifié pour le vélo-parc, ça. Oui. En fin de compte, c'est pas dans. Mais en fait, c'est parce qu'il est identifié vélo-parc, parce que le projet est identifié comme ça, mais dans le devis qui est loin au règlement, le terrain de basketball est intégré. À même le projet vélo-parc, il y a une bonne track, il y a un skate-park, un terrain de basket. Vous oubliez autre chose? Non. Mais c'est dans le projet global, c'est qui est identifié vélo-parc. Donc, il y a des espaces de parc aussi. En fin de compte, le terrain de basketball, il va être compris là-dedans. Il est inclus dans même ce projet-là. Ça, cette construction-là du vélo-parc, c'est pas subventionné, ça? Non. Okay. 100% de la ville. C'est un règlement d'emprunt. Il y a des commanditaires privés qui vont être annoncés plus tard cette semaine. Ils vont contribuer à quel pourcentage? En termes de pourcentage, je vous dirais qu'on est à peu près à un horizon de tout près de 275 000 sur un projet de 800. Aussi, pour les infrastructures de 2026, la rue Notre-Dame, vous avez donné des contrats dernièrement, plusieurs contrats là, pour la construction, surveillance des travaux, puis surveillance des matériaux, puis tout ça mis ensemble, là, plus les architectes là, l'année passée. Là. Tout ça mis ensemble là, dans les montants annoncés de 8 500 000 en plus ou en moins.
Actuellement, je vous dirais qu'avec l'ouverture des soumissions qu'on a fait en début janvier de mémoire, là, donc au niveau des autant la réfection de Victorin, autant Notre-Dame, on est en deçà des estimations qu'on avait dans les projets. Là. Vous n'avez pas tué par l'année. Non, ben en fait, moi, ce que je peux vous rappeler là, les chiffres, vous les avez vus, sont publics, là, vous les avez vus, je ne les ai pas sous les yeux, mais vous êtes en mesure de donner les procès-verbaux. Parce que je ne les ai pas additionnés. Non, mais c'est ça. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que globalement, le projet de la rue Notre-Dame, pour 1,3 km, c'était 8 500 000. Et le projet de Victorin, c'était 10 750 000. Oui. Oui. C'est ça. Vous ne pouvez pas me dire, disons, le total de toutes ces soumissions-là, comme ça donne en ce moment-là. Non, je ne peux pas vous le dire là maintenant. Si vous voulez, je peux vous l'écrire si vous voulez. Aussi, j'ai commencé à lire le rapport financier 2024 de Mme No. C'est ça. Là, j'ai trouvé quelques affaires qui sont bizarres, mettons, dans ces chiffres. Là. Entre autres, elle marque 22 pompiers dans le canot. 934. 22, c'est 2 villes. C'est marqué 22 ici. Les places sont. Mais là, vous faites référence, juste pour être sûr, vous faites référence à quel document? Le rapport financier de Mallette? C'est ça. OK. OK. Donc, dans le rapport financier de Mallette, la firme a indiqué qu'il y avait 22 pompiers de Donnacona. Vous êtes à quelle page? La mémoire, c'est 69 ou 79. Là. Okay. Moi, j'ai seulement photocopié les 2 pages. Parce qu'il y a 2 pages, je trouve que les chiffres concordent pas, mettons. C'est ça. Il y a bien 34 pompiers dans le canot. Oui. Mais peut-être, en tout cas, je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais est-ce qu'ils ont divisé les pompiers, les officiers, les capitaines, le directeur, le technicien de prévention, incendie, le chef aux opérations? C'est marqué pompiers 22, nombre d'heures semaine 4,20, une nombre total d'heures, puis c'est ça. Rémunération, 195 000. Tu vas faire la vérification. OK. Si on parle pour les rémunérations des élus, c'est ça. L'allocation de dépenses pour les 6 conseillers, c'est marqué 261. C'est pas le bon chiffre. C'est pas le bon chiffre. Mettons, on va prendre, Francine. Bon, on va prendre Francine Bouchard. Son salaire, c'est 10 431, puis allocation de dépenses, 261. La loi dit que normalement, l'allocation de dépenses, c'est 50% de la rémunération. Hein? Bon, c'est marqué 261. Vous êtes à la page? C'est 69 ou 79 de mémoire. Ça. Ensuite, c'est pour nous dire qu'on gagnait vraiment pas cher, que ça devrait une remédiation plus sacrante. On va le faire gratis. Soit dit en passant, il y a un maire au Québec qui fait ça bénévolement. Tant qu'il doit voir. Combien de population est-ce qu'elle monte dans eux? 600 quelques aussi. D'après lui, il doit avoir son salaire et le redonne. C'est ça. Pas faire de jeu de mots, il est poisson. Ça existe, les bénévolats. Oui, j'en ai fait. Oui, c'est On est là-dedans souvent. tout le temps. Puis dans la rémunération totale, la rémunération totale, On s'en est perdu. Depuis l'année? On peut continuer. On vous entend bien. ouais, ben là, la vidéo ne m'entend plus. Ouais. Encore dit. Vous n'avez pas touché le. Non.
Les batteries à terre. C'est parce que qu'il ne marche pas souvent, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Je suis rendu à énumération des élus. C'est ça, 194 999. Ça comprend-tu les frais de déplacement, puis de millage, puis d'hébergement, des élus municipaux? Il y a toujours il y a deux parties. Est-ce que dans la présentation que vous avez là, c'est tout inclus ou il est séparé? Regardez, C'est vous marqué. faites référence d'une page d'un document de 2024. C'est sûr que je ne vous répondrai pas sur le champ, mais c'est pas bon. Là. Ben, la question, c'est il y a 7 élus, puis c'est, mettons, 195 000. Moi, ma question, c'est pas rien que les salaires, puis c'est pas rien que l'allocation de dépenses. Mais l'allocation de dépenses, qui est marqué 261, c'est pas 261, je l'ai dit tantôt, là. Ça comprend tout aussi vos frais de déplacement, puis vos frais d'hébergement, puis tout. Dans ce montant-là, c'est ça ma question. On va aller vérifier, puis je reviens avec ça. Okay, là. Ça s'appelle quoi? Ça fait quoi? Ça donne des points, mais il n'y a rien de. Ça répond. Qu'est-ce que tu cherches comme réponse? Savoir si les chiffres sont exacts. Tantôt que je dis qu'il y a le rapport financier, il y a des erreurs dedans. En fait, c'est votre perception là, que des erreurs, on va les vérifier. C'est un rapport financier qui est signé par des auditeurs externes d'une firme professionnelle, comptable, qui est malade. On va aller chercher les réponses. Là, vous prétendez qu'il y a des erreurs, on va aller les vérifier, puis on va revenir avec des réponses. C'est marqué qu'il y a 22 pompiers. Il y en a 34. On va aller les vérifier. Là, on vous dit qu'il y a des erreurs. Hein? Je vous dis que l'allocation de dépenses des conseillers, c'est près de 261. Contesté par vous voulez, c'est marqué sur non, je ne dis pas que je conteste, M. Barbon, je suis juste qu'on va aller vérifier. Je ne peux pas vous donner l'information sur un rapport 2024 à la page 79 précisément ce soir, 9 mars. Là. Donc, on va aller vérifier, on va vous répondre comme on fait à chacune de vos questions que vous nous posez. Ah ouais. C'est des chiffres qui sont marqués dans le rapport. Non. Ah, bon. On va voir avec les chiffres qui sont marqués dans le rapport. Bon. Aussi, disons, ça va être pour Mme Bouchard. Le gouvernement a annoncé un resserrement de l'attribution des subventions au logement, la loi 20, projet de loi 20, où l'Office municipal d'habitation, aux autres, c'est quoi leur position là-dessus? Ouais, je ne sais pas exactement par rapport à cette loi-là, mais effectivement, au niveau de la SHQ, nos édifices qui, dans la Jeune Fermière, sont conventionnés jusqu'en 2029 avec des budgets précis. Ces conventions-là sont terminées. Je vais vous donner la réponse que j'ai eue du directeur, M. Voyer, c'est-à-dire qu'on est en attente là, du projet ou des réaménagements financiers de SHQ, ce qu'il appelle, lui, le projet 2.0, mais on ne l'a pas encore. On est en attente là, des modalités de financement, des nouvelles modalités de financement qu'on aura après la fin des conventions là, en 2029. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une réforme, on s'y attend. Ce que ça sera, on ne sait pas encore. La ministre a déposé un projet de loi. Le projet de loi 20, qui dit, entre autres, qu'il va y avoir un guichet unique, tant pour les demandes d'hébergement dans les HLM. Bon, déjà, on a. Ça, je dirais que c'est un grand rêve. Là. Tout le monde a le bon rêver, mais on a déjà ça à l'Office municipal d'éducation qui s'appelle le service d'aide à la recherche de logement, qui s'appelle le SAR. Mais le SAR, il n'y en a pas dans tous les offices là, au Québec. Nous autres, on en a une à Portneuf, mais ça, c'est un guichet où les gens, les propriétaires, les locataires peuvent appeler pour faire une demande, remplir un formulaire pour voir de quelle façon ils sont admissibles ou non, puis dans quelle région ils veulent habiter, puis quelles sont les disponibilités aussi. Et les autres, le gouvernement, ils veulent tout centraliser ça. Ils veulent que ce soit un guichet unique provincial pour
dans cette loi-là, entre autres, là, c'est une des propositions. Puis aussi, mettons, le problème, c'est pareil qu'il y en a qui restent dans des FLM, qui restent dans des logements subventionnés, puis ont des revenus supérieurs, je peux dire, aux critères d'admissibilité, puis là, ils ne sont pas capables de les sortir. Ben, la loi est ainsi faite, malheureusement, c'est une réponse plate, là, mais la loi est ainsi faite. Vous avez raison. Les gens qui sont là, puis qu'avec le temps, on n'a pas le droit. Souvent, la loi, souvent, les règlements de la SHU, on n'a pas le droit. On n'a pas plus le droit non plus. Je vous donne un exemple, là, une dame qui serait là, puis qui aurait élevé ses enfants dans un HLM familial, puis à un moment donné, mettons, elle est dans un jumelé, là, une maison. Puis les enfants partent, puis elle reste là. On n'a pas le droit de dire, madame, on aurait besoin de votre logement pour une nouvelle famille. On vous propose un 3,5 qui serait tout à fait approprié pour nous. On n'a pas le droit de faire ça. La loi est ainsi faite, c'est plat. Mais c'est appelé à changer parce que c'est une réalité qui n'est pas juste à Pont-Neuf. C'est une réalité, pour qu'on commence à en parler, c'est parce qu'à un moment donné, la crise du logement fait qu'on a besoin. Puis dans certains cas, on pourrait combler un besoin, mais on ne peut pas le faire parce qu'on a les mains liées. Il y a 2700 logements comme ça, subventionnés, les gens ne doivent pas être libres au Québec. Il y en a 2700. C'est pour ça que cette loi-là, ils veulent changer la loi par le projet de loi 20. C'est la raison principale. Il y a des nouvelles règles qui nous permettent d'agir différemment, mais c'est tant mieux. Aussi, dans cette loi-là, il y a le TAL, tribunal administratif du logement. Il y en a qui abusent, je peux dire, de cet organisme-là. Il y a aussi, mettons, des critères plus sévères. Je te souhaite. C'est Ce qui conclut la première période de questions. Point numéro 5, administration. Alors, 5.1, adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie pour 2025. Alors, concernant la MRC de Pont-Neuf, a débuté l'entrée en vigueur d'un schéma de revisite de couverture de risque en sécurité incendie le 16 juillet 2018. Considérant qu'en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, le rapport annuel d'activité doit être produit et adopté par toutes les autorités locales ou régionales et toutes les régies municipales chargées de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque. On sait que le rapport annuel produit est adopté par les 18 municipalités de la MRC et qui doit être expédié au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC au plus tard le 31 mars 2026. Alors, la résolution que le conseil municipal de la ville adopte le rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal pour l'an 8, soit 2025, et qu'une copie de celui-ci est acheminée à la MRC, la Pont-Neuf, accompagnée d'une copie de la présente résolution. Alors, je vous donne un proposant. Je propose. Maintenant, 5.2, entente avec les prioritaires du avec les propriétaires du lot 6 123 110 du Cadastre de Québec relatif au versement d'une compensation pour l'utilisation d'un immeuble dans le cadre de la réalisation de travaux au bassin de rétention du boulevard Godreau. Donc, on sent que la réalisation des travaux effectués au bassin de rétention situé derrière les propriétés du boulevard Godreau par Canard Illimité et la CBJC en collaboration avec la Ville, et considérant pour accéder au bassin de rétention dans le cadre de la réalisation de ces travaux, il était nécessaire de circuler sur le lot 6 123 110, dont notamment pour l'accès de la machinerie. Au sein des discussions intervenues entre la Ville et le propriétaire du lot afin de permettre la circulation sur le terrain vacant pour la réalisation de ces travaux et le versement d'une compensation. La résolution que le conseil municipal autorise la signature de l'entente intervenue entre la Ville et le propriétaire du lot du Cadastre du Québec et autoriser le versement de la compensation financière prévue à cette entente. J'en donne un proposant. Je propose. Ensuite, c'était votre souhait. Gouvernement. Quelqu'un contre? Alors, c'est ce qu'on conclut les points numéro 5, point numéro 6, législation de greffe. Alors, 6.1, acceptation de procès-verbaux
La séance ordinaire du Conseil tenu les 9 et 23 février dernier. Comme à chaque première séance du mois, donc le Conseil doit approuver les procès-verbaux des séances du mois précédent. Donc, dans le présent cas, les séances ordinaires du Conseil tenues les 9 et 23 février 2027. La résolution d'approuver les procès-verbaux, ils ont des copies maintenant de documentaire. Merci. Merci au gouvernement. Autre chose? Donc, Ça va m'aider. alors, ce qui conclut le point numéro 6. Alors, point numéro 7, gestion contractuelle. Alors, 7.1, travaux de construction de la phase finale des sentiers du parc urbain de transit. M. Germain. Oui, donc les deux prochains points sont en lien avec le même projet, vous aviez compris. Donc, dans un premier temps, concernant le projet de la Ville de compléter la phase finale des sentiers du parc urbain de transit. Pour situer les gens, le parc urbain de transit, c'est des sentiers de vélo de montagne qui ont été aménagés depuis quelques années déjà au pourtour de nos étangs aérés. Donc, entre justement on va dire entre la rue Godin et la rue Montreuil, à peu près la rue Savard. Donc, des sentiers qui ont été aménagés, bon, pour le vélo de montagne, mais également pour les gens qui veulent se promener, des randonnées pédestres également. Donc, considérant que la municipalité peut, en vertu du paragraphe 1 de l'article 2 de la loi sur les travaux municipaux, ordonner des travaux de construction par résolution lorsqu'elle pourvoit l'affectation des sommes nécessaires au paiement du coût des travaux en utilisant une partie non notamment affectée de son fonds général. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil est autorisé à faire effectuer les travaux de construction de la phase finale des sentiers du parc urbain de transit, d'autoriser le Conseil à dépenser la somme de 119 372 et 79, incluant les frais et les taxes nettes afin de pourvoir au paiement du coût des travaux, et que le Conseil approuve la somme justement de 119 372 et 79 au Fonds général de la Ville afin d'acquitter le coût de ces travaux. Merci. Le proposant. Je propose. Quelqu'un contre. À 7.2, cette fois-ci, c'est pour l'octroi du contrat des travaux de construction de la phase finale pour le sentier. Oui, donc, concernant le même projet donc, de la Ville de compléter des travaux de construction, considérant que le projet est prévu au budget des immobilisations pour l'année 2026, considérant qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution est d'octroyer le contrat des travaux de construction de la phase finale des sentiers du parc urbain de transit à l'entreprise Sentier Boréal au montant de 119 372 et 79, incluant les taxes applicables, et d'autoriser la dépense du même montant avec le poste budgétaire du Fonds général. Merci. C'est eux qui avaient fait la première part. En fait, les trois autres phases, oui. C'est eux également qui font, il y a eu un contrat qui a été donné au mois de décembre, là, qui font la partie des travaux qui ont été, les sentiers qui ont été contournés pendant les travaux des étangs aérés. Ben, c'est eux qui vont refaire également pour boucler là, ces sentiers-là qui étaient déjà existants par contre. Là, on fait juste refaire. OK. Merci. Alors, le proposeur. Je propose. Quelqu'un. Alors, 7.3. 3 du contrat relatif à la conception et la construction du vélo-parc. Oui, donc, concernant le projet de la Ville de procéder à la construction d'un vélo-parc, on en parlait tout à l'heure, qui englobe une piste à rouleau, communément appelée une pump track, un skatepark et également un terrain de basketball. Concernant l'adoption du Conseil du règlement d'emprunt V639 relatif à ces travaux, considérant l'appel d'offres public qui a été lancé par la Ville pour la conception et la construction du vélo-parc en utilisant un système de pondération et d'évaluation des soumissions. On a reçu 4 soumissionnaires. Le comité de sélection a évalué les offres et l'évaluation qualitative des offres résulte au pointage suivant pour chacun des soumissionnaires. Donc, le soumissionnaire, la compagnie Temps Libre, ont eu un pointage de 80 %. La compagnie Papillon Skatepark Incorporé, 80 %. Le groupe Relief Incorporé, 83 % et les entreprises Delorme, un pointage de 87 %. Donc, considérant que les entreprises Delorme ont obtenu le meilleur pointage après évaluation, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat
des travaux de conception et construction du vélo-parc aux entreprises de l'ordre soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation pour un montant de 765 000 incluant les taxes applicables. Les conditions du contrat sont plus amplement décrites au devis d'appel d'offres qui a été préparé par la Ville et à la soumission présentée par les entreprises de l'ordre. Merci, M. Germain. Je veux juste vous spécifier que pour ce contrat-là, normalement, on a toujours des soumissionnaires qui apportent des prix. Cette fois-ci, il y avait un prix qui était pour tout le monde. C'était un client en main qu'on avait. Alors, le prix était fixe. C'est 4 projets différents. Et puis, il y avait des personnes qui choisissaient quel projet qui reflétait le mieux nos demandes. Et puis, dans des 4 soumissionnaires, un des points qu'il fallait qu'il ait déjà fait ce genre de travail-là avant. Alors, c'était le point principal avant le début, mais les affaires aussi pour les personnes qui ont choisi. Je ne faisais pas partie du jury. On sent que je ne pratique pas le skatepark ou autre, mais ceux qui ont participé, c'était des personnes qui utilisent les skateparks, c'était des citoyens qui ont participé au choix. Puis, c'est ça aujourd'hui qu'on met en œuvre. C'était pas le soumissionnaire qu'on prend normalement le plus beau soumissionnaire, cette fois-ci, tout le monde ils apportaient un projet pour le prix mentionné. Juste une spécification. Donc, je propose. Proposé, Mme Lambert, merci. Ceci complète le point numéro 7. On va passer directement au point numéro 9, qui est ressources humaines. Alors, 9.1. Confirmation d'une embauche au poste de préposé au service des loisirs, de la culture et de l'univers. Jamais. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture et de l'aide communautaire pour les besoins du service, considérant l'affichage interne qui a été réalisé conformément à la convention collective, on a reçu la candidature de Mme Sophie Bélan, qui est déjà à l'emploi de la Ville. Considérant la recommandation du directeur du service des loisirs, de la culture et de l'aide communautaire suivant la période d'essai qui a été effectuée par l'employé. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil confirme l'embauche de Mme Sophie Bélan au poste de préposé au service des loisirs, de la culture et de l'aide communautaire à titre d'employé permanent à temps partiel. Et cette embauche à ce poste est effective en date du 7 janvier 2026. Merci. Proposant. Je propose. Super bon. Contre. Alors, point numéro 10, autre sujet, 10.1, aide financière pour le comité de jumelage de la Canada-Jornac. M. Pagé. Oui. Considérant la demande d'aide financière adressée à la Ville par le comité de jumelage de Nakona-Jornac pour cette activité, considérant que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière, le but de la résolution est de verser une aide financière de 700 $ au comité de jumelage de Nakona-Jornac pour cette activité, d'autoriser une dépense de 700 $ à même le poste budgétaire 02 702 90 959 du Fonds général. Madame la proposeur. Je propose. Merci, madame. Un contre. Merci, M. Valéry. Maintenant, 10.2, une aide financière au Chevalier Colomb du Conseil 28-14 Tonacona. Alors, concernant la correspondance reçue par les Chevaliers de Colomb, par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la Ville afin de poursuivre ses engagements bénévoles au sein de la collectivité. Alors, la résolution est de verser une aide financière de 3 500 $ au Chevalier de Colomb de la Colomb, Conseil 28-14, afin de poursuivre les engagements d'aide à la collectivité et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. Alors, je vous en ai proposé. Je propose. Quelqu'un contre? Ensuite, point numéro 10. Point numéro 11, deuxième période des questions. J'ai oublié une question tantôt. Microsoft, en fin de compte, l'extension du permis de construction à la fin d'octobre, ça a-t-il une incidence, je veux dire, sur les revenus anticipés? Pas d'incidence. Nous, la date, le 2 ans, début de construction a été fait, c'était le 14 février 2026. Donc, les évaluateurs de la MRC Portneuf et la firme qui est embauchée par la MRC, qui est Servitec,
et le sous-traitant de la MRC pour accomplir le certificat d'évaluation. Eux, c'est la base de référence, là. Donc, eux, ils font les travaux. Donc, il a commencé à avoir des échanges entre ces gens-là et les gens de Microsoft et l'entrepreneur, là. Mais non, ça ne change pas, là. Vous n'avez eu aucune nouvelle de cette firme-là pour l'évaluation? Non, non, comme on a déjà mentionné dans une séance ultérieure, là, je vous dirais que on se fait dire que de façon très optimiste, on pourrait peut-être penser avoir un certificat d'évaluation pour les vacances de la construction. Puis, dans un scénario plus pessimiste, ça pourrait aller jusqu'au début de l'année 2027. Donc, ça va être dans ces eaux-là. Mais on n'a pas de contrôle là-dessus. Ça veut dire qu'il n'y a rien de 1,5 million de remboursement anticipé de la dette, puis de 116 000 transfert aux immobilisations, transfert de budget aux immobilisations. Ouais. Disons, c'était une condition sine qua non pour que ces deux systèmes-là, je veux dire, soient financés. En fait, il y aura des. Nous, d'une façon ou d'une autre, on le budgétait autant en revenus qu'en dépenses. Donc, pour procéder au refinancement de certains règlements d'emprunt, on a des fenêtres d'opportunité. On en a en 2026. Donc, on se gardait dans notre manche parce que si jamais on reçoit le paiement uniquement en 2027, il va quand même avoir des retours sur 2026 en fonction de la date que je viens de mentionner. On ne sera pas perdant, là. Mais ça reste que la liquidité qu'on prévoit pour ça, si on n'est pas en mesure de le faire, on verra si on prend une autre stratégie pour être en mesure de profiter de ces remboursements-là anticipés parce que c'est vraiment le souhait du conseil qu'on puisse maximiser ces remboursements-là. Est-ce que vous avez demandé là? Je dirais. 1,5 million? Oui, on a des options. Des surplus non affectés de la ville? On a des options. Oui. On a des options. Ah, okay. Glenn Avant-Pierre, quoi? On va en faire pousser sa terre avant-pierre. Regardons ça à vous. J'aimerais vous remettre mes fiches, ça vous intéresse, M. Armand. Oui. Moi, je l'ai noté, là, la page 77 et la page 80. Là. Oh, je vais les trouver. Mais je pense que je ne peux pas les prendre. On n'a pas besoin. Merci. Dernière question pour Mme Lambert. Oui. Avec M. le maire de Québec qui n'était pas content. Donc, lui, il trouve que le commercial et l'industriel, il ne récupère pas fort. Disons. Là, il veut mettre une taxe spéciale en 2027 pour les récalcitrants. Pour la ville de Donnacona, le secteur commercial et industriel, le taux de récupération, ça vous dit ça donne quoi, mettons? Bon. Puis êtes-vous au courant nous autres, on paye une matière résiduelle à Donnacona, on paye 243 $. Si je compare ça avec Cap Santé ou Saint-Raymond, les autres payent 200. Oui, pourquoi une telle différence? C'est pas d'idée? Faudrait que je vérifie, je vous dirai pas n'importe quoi. Parfait. Je vérifie. Ce que vous voulez avoir, c'est le taux de diversification des matières résiduelles, c'est ça? Quand je reçois mon compte de taxe. Non, votre première question, M. Barbeau, là, au niveau, vous vouliez avoir un taux, le taux de récupération, c'est le taux de diversification des matières résiduelles, c'est ça? C'est ça. Parfait. Ça. Pour la ville de Donnacona. Oui. Parfait. Parce que Québec, lui, il se plaint que le pain du carton. C'est combien, Québec? Je ne sais pas. Ok. Le maire, lui, il n'est pas content. Le maire de Québec, il dit que, disons, il y a beaucoup de cartons qui se ramassent à l'incinérateur, ça ne va pas son affaire. Puis le taux de récupération, il n'est pas bon. Puis là, il va taxer ceux, pas pour rien, pas seulement pour le matière résiduelle, mais aussi il veut taxer le commercial et l'industriel pour les grands consommateurs d'eau qui ne font pas leur part aussi. Ben nous, c'est avec l'installation des compteurs d'eau, c'est exactement vers où on s'en va. Là. Et donc, il y a des gens qui vont. Il y en a qui par leur production. Puis si on avait déjà des grands consommateurs, que ce soit les lavotos, les microbrasseries, les restaurants, bon, on en avait déjà, qu'on avait des compteurs d'eau. Par contre, les nouveaux qu'on a installés partout, tous les commerces, tous les industries sont maintenant dans l'obligation, puis ont coopéré d'ailleurs.
S'il y en a, voyez-vous, on a des exemples très concrets. Là. En janvier, on en a qu'on se rendait compte avec les lectures. Il y avait il y avait de la consommation qui était subitement très élevée. Donc, on est en mesure de pouvoir les informer. Et eux, on a pu déceler des problématiques qu'il y avait dans le réseau. Des fois, c'était une toilette dans le bâtiment qui coulait sans cesse, des choses comme ça. Donc, ça évite aux commerçants ou à l'industrie de payer trop et de consommer trop. Puis nous, ben, quand on a des faits de consommation, ben, on est content aussi. Moins d'utilisation de produits chimiques, il y a des gains là, dans tous les sens. Donc, c'est une bonne utilité. Mais si jamais il y a des industries qu'on informe et qui ne prennent pas les moyens pour prennent pas action, ben, ils vont payer la facture tout simplement. Le numéro 13, c'est le dépôt de document. 13.1, c'est la liste de correspondance. 13.2, c'est le dépôt de la liste pour les déboursés du 19 février au 4 mars. Alors, la liste des chèques émis pour un montant de 162 939 et 11. La liste des dépôts pour un montant de 1 086 952 et 5. La liste des prélèvements pour un montant de 143 446 et 70. Et la liste déboursée pour le DEC pour cette période. Alors, point numéro 14, levé de la séance, j'obtiens un proposant. Je propose. Okay. Ceci conclut la séance de conseil. Merci.